Une seule fissure dans le lit d'une rivière isolée de Tasmanie vient de produire près de 15 000 dollars d'or. Et ce qui rend cette découverte encore plus incroyable est la façon dont elle s'est produite. Il n'y avait aucune plateforme de forage creusant la terre, aucune société minière d'1 million de dollars finançant l'opération et aucune machinerie lourde ne déchirant le paysage. Il s'agissait simplement de Levi Triffitt, vêtu d'une combinaison de plongée, tenant une buse d'aspiration et convaincu qu'une rivière oubliée cachait peut-être encore un trésor resté intact pendant des siècles. Ce qui a commencé comme une autre expédition dangereuse est rapidement devenu une histoire presque impossible à croire. Le plan initial semblait assez simple sur le papier. Levi souhaitait atteindre l'une des rivières les plus isolées de Tasmanie, un endroit si difficile d'accès que très peu de gens y avaient mis les pieds depuis que les anciens prospecteurs ont abandonné la région il y a plus d'1 siècle. La plupart des gens pensent que la ruée vers l'or en Australie a pris fin depuis longtemps et que l'or facile a disparu des générations plus tôt. Mais des découvertes comme celle-ci prouvent que cette croyance est dangereusement dépassée. La Tasmanie produit discrètement de l'or depuis plus de 150 ans, mais de vastes portions de l'île n'ont jamais été véritablement exploitées. La raison est brutalement simple, la géographie. Ces rivières traversent des terrains si escarpés, si sauvages et si densément boisés que les équipements miniers industriels ne pouvaient tout simplement pas atteindre bon nombre de ces endroits. Alors que les sociétés minières ont détruit des zones accessibles sur le continent australien à la fin des années 1800 et au début des années 1900, d'énormes pans de la Tasmanie sont restés presque totalement intacts. Aucune drague n'a jamais atteint ces rivières. Aucun concasseur n'a été entraîné dans ces vallées. Aucun claim minier n'a transformé ces cours d'eau en zones industrielles. L'or qui s'est déposé dans ces systèmes fluviaux est resté exactement là où la nature l'a placé, piégé dans des fissures rocheuses, des coudes profonds et des poches cachées où, génération après génération, les inondations ont continué à déposer de nouveaux matériaux au-dessus des anciens gisements. Et les inondations font quelque chose que la plupart des gens comprennent complètement mal. Ils ne se contentent pas d'effacer l'or. Dans de nombreux cas, ils révèlent des opportunités entièrement nouvelles. Une inondation majeure peut déchirer les couches de gravier qui ont colmaté les fissures du substrat rocheux pendant des décennies, parfois même pendant 1 siècle, révélant ainsi de nouvelles concentrations d'or qui étaient complètement invisibles l'année précédente. C'est ce qui rend la Tasmanie si fascinante. Il ne s'agit pas d'un gisement d'or mort figé dans l'histoire. Il s'agit d'un système actif et en constante évolution, dans lequel les rivières ne cessent de remodeler le paysage et de créer de nouvelles opportunités. Chaque inondation change l'équation. Chaque saison peut révéler quelque chose dont personne ne soupçonnait l'existence. Levi a vu ce processus de première main. Debout dans l'eau glacée, tout en essayant de travailler d'une seule main, il a arraché des fragments de plomb du sable noir, puis soudain, quelque chose de bien plus précieux. Vient ensuite le moment dont rêve tout prospecteur, l'éclair d'or incomparable apparaissant, là où quelques instants plus tôt, il n'y avait que de la boue et de la roche. Dans les rivières non touchées par les équipements d'aspiration modernes, cet or peut rester là pendant des siècles en attendant que quelqu'un soit prêt à souffrir suffisamment pour l'atteindre. Pour comprendre pourquoi la découverte de Levi est importante, vous devez comprendre comment l'or se comporte dans l'eau en mouvement. L'or est incroyablement dense, bien plus lourd que le sable, le gravier et la plupart des autres matériaux transportés en aval par les rivières. Lorsque de forts courants déplacent les débris, les matériaux plus légers continuent de voyager tandis que l'or tombe rapidement dans des endroits où l'eau ralentit ou change de direction. C'est pourquoi l'or s'accumule souvent dans les méandres intérieurs des rivières, dans les bassins profonds, sous les cascades et surtout dans les fissures des substrats rocheux exposés. Ces fissures agissent comme des voûtes naturelles construites par la géologie elle-même. Pendant des milliers d'années, les matériaux lourds lavés en aval tombent dans ces ouvertures et restent piégés couche après couche. Au fil du temps, ces fissures peuvent contenir des quantités étonnantes d'or. Et c'est exactement ce que vise Levi. Lorsqu'il trouve une fissure intacte au bon endroit, il ne fouille pas dans l'équivalent d'une seule saison de gisement. Il fouille dans un système de stockage naturel qui collecte peut-être de l'or depuis des siècles. L'ampleur de cette accumulation est liée au temps géologique et non au temps humain. C'est pourquoi une seule fissure peut soudainement produire 15 000 dollars d'or récupérés au cours d'une seule expédition.
Cela semble absurde, jusqu'à ce que vous compreniez combien de temps cet or est resté là intact. La rivière faisait ce travail depuis des générations. Lévi a simplement trouvé le bon endroit pour récupérer la récompense. La technique qu'il utilise s'appelle le gold sniping, et elle lui permet d'atteindre des gisements que les prospecteurs ordinaires ne touchent jamais. Pendant que les personnes utilisant des casseroles ou des détecteurs de métaux travaillant près de la surface, Lévi se plonge complètement dans les rivières gelées en portant une combinaison de plongée et cible, les fissures profondes dans le substrat rocheux à l'aide d'une buse d'aspiration. C'est physiquement exigeant, très inconfortable et souvent dangereux. La buse se connecte à une petite pompe positionnée au-dessus de l'eau, tirant du gravier du sable noir et des matériaux plus lourds à travers un système d'écluses. L'écluse est conçue pour séparer les matériaux lourds des déchets plus légers grâce au débit d'eau et à la gravité. Les débris plus légers sont emportés, tandis que les matériaux denses restent emprisonnés à l'intérieur des rapides. Cette concentration finale révèle si une fissure est ordinaire ou extraordinaire. Dans les fissures moyennes, les résultats sont modestes. Vous verrez peut-être quelques flocons d'or ici et là suffisamment pour confirmer que vous êtes en territoire aurifère, mais pas assez pour changer votre vie. Mais quand une fissure est vraiment riche, tout change vite. L'écluse cesse de produire des flocons occasionnels et commence à produire des flux constants d'or visible. Au lieu de points isolés, vous commencez à voir une couleur constante se développer à l'intérieur des seuils. Lévi a capturé ces moments devant la caméra et l'excitation est impossible à simuler. Dès l'instant où une poêle commence à briller d'or, toute l'expédition en vaut soudain la peine. Imaginez ce moment de son point de vue. Il est sous l'eau, les mains pressées contre le substrat rocheux gelé, tandis que de forts courants poussent contre son corps. La pompe rugit au-dessus de lui, alors qu'il travaille aveuglément à travers des fissures qui n'ont pas été touchées depuis des générations. Puis soudain, les chiffres changent pour toujours. Mais la véritable compétence ne consiste pas simplement à plonger dans l'eau froide. Le véritable défi est de savoir exactement quelle fissure mérite votre temps avant d'entrer dans la rivière. Lévi étudie la géométrie de la rivière d'en haut, lisant le terrain comme une carte qui révèle où les matériaux lourds devraient naturellement se déposer. Il recherche le bord aval des corniches rocheuses, les coins intérieurs des plis du substrat rocheux et les canaux étroits où le courant s'accélère avant de ralentir considérablement. Ces zones de transition sont souvent celles où l'or cesse de bouger et commence à s'accumuler. Un prospecteur qui comprend ces schémas peut éliminer d'énormes quantités d'efforts inutiles. Lorsque Lévi fait surface après une fissure productive, c'est rarement de la chance. C'est généralement le résultat d'une lecture correcte de la rivière et d'une confiance en la physique. La rivière se comporte exactement comme le suggèrent les mécanismes de l'or, et lorsque son analyse est correcte, la récompense peut être extraordinaire. Mais atteindre ces rivières est peut-être la partie la plus difficile de toutes. Les zones les plus productives sont souvent totalement inaccessibles par la route. Il n'y a pas de parking, pas de sentiers entretenus et pas d'installations à proximité qui attendent pour vous aider. Pour y arriver, il faut souvent des expéditions de plusieurs jours à travers certaines des régions sauvages les plus sauvages de Tasmanie. Lévi fait des randonnées à travers une forêt tropicale dense, traverse des chaînes de montagnes à pied et navigue dans des gorges profondes sans sentiers établis. Ce sont des endroits que la plupart des Australiens ne verront jamais en personne car il est tout simplement trop difficile de les atteindre. Pour déplacer son équipement sur des terrains impossibles, Lévi utilise des radeaux pour faire flotter son équipement à travers des systèmes fluviaux qui ne peuvent pas être traversés à pied. Il charge du matériel de plongée, des pompes des écluses, des provisions de nourriture et du matériel de camping sur des radeaux gonflables et s'enfonce plus profondément dans un pays isolé où les erreurs peuvent devenir très rapidement dangereuses. Aucune équipe de soutien n'attend à proximité. Aucun hélicoptère n'est en attente. Aucune équipe de production confortable n'installe d'abri chaud la nuit. Il n'y a que du désert, de l'eau glaciale, de l'épuisement et un travail acharné. Cet isolement n'est pas accidentel, c'est exactement la raison pour laquelle ces rivières recèlent encore autant d'or. Les rivières les plus riches sont souvent les plus difficiles d'accès. Les lieux qui exigent le plus de souffrance offrent souvent les plus grandes récompenses. Et en Tasmanie, une fissure oubliée dans le lit d'une rivière vient de prouver que certains des plus grands trésors de la planète attendent toujours dans des endroits où la plupart des gens n'oseront jamais aller. C'est précisément pourquoi l'or est toujours là. Chaque kilomètre de terrain difficile entre une route et un tronçon de rivière productif est un filtre.
Cela élimine le prospecteur occasionnel, l'amateur du week-end, la personne qui a besoin de confort pour fonctionner. Ce qu'il reste, c'est l'évitrifite, quelqu'un qui fait de son mieux dans l'eau froide, seul dans des endroits que la plupart des gens trouveraient véritablement intimidants. La réalité des jours lents. Toutes les plongées ne rapportent pas forcément un jackpot. Levi montre cela devant la caméra sans le modifier. Les séances où une section de rivière prometteuse ne rapporte presque rien, ou des heures de travail en eau froide ne donnent que quelques légers flocons et pas grand-chose d'autre. Je n'aurai peut-être pas d'autre chance de travailler ce terrain, alors je vais me lancer ici, essayer, et voir si nous pouvons trouver de la couleur dans ce petit endroit ici. Ces jours font partie du dossier car c'est ce qui rend la découverte crédible lorsqu'elle survient. N'importe qui peut revendiquer une découverte. La personne qui vous montre également les jours qui l'ont précédé l'échec, la persistance, l'incertitude pesante, est quelqu'un en qui vous pouvez croire lorsque l'or apparaît enfin. Lévi retourne à l'eau, alors que d'autres personnes auraient retiré leur combinaison et l'auraient arrêté. Cette décision répétée au cours d'expéditions de plusieurs jours et sur des terrains éloignés est la plus grande variable qui sépare ces résultats de ceux d'un prospecteur récréatif. La volonté de rester dans l'eau quand il fait froid, de revenir le lendemain matin, de ne pas qualifier l'expédition de perdue, tant que chaque objectif n'a pas été atteint. Cette persévérance n'est pas glamour, mais c'est exactement à quoi ressemble de l'intérieur une découverte de crack à 15 000 $, les jours avant que l'écluse ne devienne dorée. Puis, le changement arrive. Au moment où l'écluse devient dorée. Imaginez le moment où cela se produit. Lévi est dans l'eau. Ses mains sont sur un. Il a travaillé tout l'après-midi. Une section de substrat rocheux qui a produit une certaine couleur au début et qui a alimenté le matériau de manière constante. La buse d'aspiration tire et il sent la texture de ce qui sort. Changé sous ses mains. Moins de gros gravier, plus de sable noir fin. Les sédiments lourds et sombres qui voyagent avec des métaux denses dans ces systèmes fluviaux. Il fait surface pour vérifier. Ce qu'il voit n'est pas un flocon, pas un point. Couleur. Des pièces réelles, denses et multiples lourdes dans les rapides comme l'or lorsqu'il y en a beaucoup. Il redescend. Une autre passe. Plus. La fissure se produit à chaque passage, chaque fois que la buse la touche. Il refait surface, récupère soigneusement la matière et l'étale. Mettez-le dans la poêle à la lumière naturelle. Ce qui le regarde est filmé, pesé et évalué au prix du marché. Une seule fissure rocheuse dans une seule rivière de Tasmanie a produit une valeur d'or d'une valeur d'environ 15 000 $. Il s'agit de matériel récupéré physiquement présent sur vidéo mesurée. Il ne s'agit pas d'une projection de ce qui pourrait se trouver plus profondément dans le système. Il ne s'agit pas d'une estimation du potentiel des formations géologiques. Qu'est-ce qui est sorti de la fissure ce jour-là, entre les mains de Lévi? Certains de ces mêmes systèmes fluviaux de Tasmanie transportent également de l'osméridium, un alliage naturel d'osmium et d'iridium, deux des métaux du groupe du platine, historiquement exploités commercialement en Tasmanie, et encore trouvés par les prospecteurs modernes dans des cours d'eau spécifiques. Lorsque Lévi exploite un système contenant à la fois de l'or et de l'osméridium, la valeur totale de ce que contient la rivière n'est pas captée uniquement par le prix au comptant de l'or. Et lors de ces sessions d'une journée les plus intenses dans les endroits documentés les plus riches, le matériel récupéré par Levi's a atteint environ 2 000 $ en une seule journée de travail. J'ai passé peut-être 2 heures et demie à travailler l'or. Et oui, je sais qu'il y a de l'osméridium là-dedans aussi, mais nous avons nous-mêmes 2 grammes, ce que je ne pouvais tout simplement pas comprendre quand je suis rentré à la maison et que j'ai mis cela sur la balance au départ. Opérateur solo, outils à main, combinaison, une pompe qu'il peut porter sur son dos. C'est ce que produit réellement la bonne fissure dans la bonne rivière avec la bonne technique. Ce que ce chiffre signifie pour un opérateur solo. Les sociétés minières professionnelles dépensent des millions de dollars avant de retirer un seul gramme du sol. Permis d'exploration, évaluation environnementale, équipement lourd carburant, main-d'œuvre, infrastructure. La marge entre les coûts et les revenus et l'exploitation minière à grande échelle est étroite précisément parce que les frais généraux sont énormes. Les frais généraux de Lévi sont une combinaison de plonger une pompe et le coût physique d'entrée et de sortie. Lorsqu'une seule fissure produit 15 000 $ d'or récupéré, documenté, le rapport effort-récompense sur cette opération ne ressemble à rien de ce qu'un mineur à grande échelle peut réaliser. L'efficacité est extraordinaire précisément parce que l'opération est suffisamment petite, suffisamment mobile
est suffisamment compétente pour aller là où aucune machine ne peut le faire. Suivre. L'or ne se soucie pas de la manière dont il est extrait. Il reste simplement dans la fissure jusqu'à ce que quelqu'un atteigne l'intérieur et le retire. Ce que Lévy a prouvé devant la caméra à plusieurs reprises dans le catalogue Tazzy Boys, c'est qu'un opérateur solo avec la bonne technique peut atteindre ces fissures. Et quand ils le font, l'or est là. Lire la rivière comme une carte. Ce qui différencie Lévy de quelqu'un qui achète une poêle et se présente au bord d'une rivière, c'est sa capacité à lire un système fluvial, comme un document géologique. Chaque fonctionnalité contient des informations. La forme d'un virage, l'exposition d'un plateau rocheux, la couleur du substrat, la vitesse et la profondeur du courant. En un point donné, le type de roche sous la surface. Le comportement de l'or dans l'eau est régi par la physique, et la physique est cohérente. L'or se déplacera toujours vers le point d'énergie le plus bas d'un système. Il tombera toujours là où l'eau ralentit. Il s'accumulera toujours dans les mêmes catégories d'éléments, rivière après rivière, dans chaque cours d'eau, aurifère de notre planète. La question à laquelle Lévy répond lorsqu'il étudie une nouvelle section de rivière n'est pas de savoir s'il y a de l'or dans une rivière présentant une géologie tasmanienne. La réponse à cette question est presque toujours oui. La question est de savoir quelle fissure spécifique, dans quelle section spécifique, détient la concentration qui mérite d'être ciblée en ce moment. Cette question trouve sa réponse grâce à l'observation à l'expérience et à une compréhension détaillée de la manière dont ces rivières particulières interagissent avec leur géologie sous-jacente. J'ai trouvé un rebord ou un tombant qui contenait tout un tas de gravier reposant sur une bonne argile et un substrat rocheux. Je savais que ce serait un bon signe, alors j'ai demandé au garçon de se mettre au travail et commençons à déplacer ce rocher. Il élimine la majeure partie de la rivière comme étant non pertinente et identifie la petite fraction d'entité où une découverte majeure est réellement possible. Ce processus est invisible pour un téléspectateur qui regarde un film phare, mais c'est le fondement de chaque découverte importante sur la chaîne, et c'est ce qui rend les résultats de Lévy reproductibles plutôt qu'aléatoires. La chance ne trouve pas 15 000 $ en un seul coup. Connaissance, patience et volonté d'avoir froid et humide dans une gorge à 3 jours de marche d'une route, c'est ce qui le trouve. Il y a aussi la question de la géologie locale que la plupart des prospecteurs négligent. Le substrat rocheux de Tasmanie n'est pas uniforme. Différents systèmes fluviaux coulent sur différents types de roches, et la concentration en or varie considérablement en fonction du type de substrat rocheux qui s'érode en amont. Lévy ne sait pas seulement où se concentre l'or dans les rivières en général. Il sait quels systèmes fluviaux spécifiques de Tasmanie sont alimentés par la bonne géologie en amont pour produire le type de riche concentration de fissures qu'il documente. Cette intelligence, l'intersection de la physique de l'or et de la géologie de Tasmanie, est ce qui crée les conditions d'une découverte de 15 000 $, et elle n'est pas accessible à quelqu'un qui vient d'arriver avec une carte. L'équipement qui a rendu cela possible. Le tir d'or au niveau auquel Lévy pratique n'était viable dans sa forme actuelle que relativement récemment. Les prospecteurs qui ont travaillé pour la première fois sur les rivières de Tasmanie au XIXe siècle possédaient en des casseroles des écluses de base et des muscles. Ils ne pouvaient pas se plonger dans de l'eau en mouvement rapide et aspirer les crevasses du substrat rocheux avec une buse d'aspiration entraînée par une pompe. Cette combinaison spécifique de technologie moderne, de combinaison de pompes légères portables et de conception raffinée d'écluses n'existait tout simplement pas. L'orpaillage de surface et les écluses ont éliminé l'or qui se trouvait en vrac dans les barres de gravier et les sédiments fluviaux. La capture d'or élimine l'or qui est resté enfermé dans les fissures du substrat rocheux pendant des siècles ou plus. La différence entre ces deux populations, l'or en surface libre et l'or accumulé dans les fissures, n'est pas marginale. C'est la différence entre ce à quoi tous les anciens prospecteurs pouvaient accéder et ce que personne ne pouvait atteindre jusqu'à présent. Lorsque Lévy plonge dans une fissure qui n'a été touchée par aucune technique antérieure, il n'est pas en concurrence avec les mineurs qui ont exploité cette région avant lui. Il ne trouve pas de reste. Il accède à une ressource que la technologie antérieure ne disposait d'aucun mécanisme pour extraire. C'est la raison fondamentale pour laquelle ces découvertes sont encore disponibles au XXIe siècle. La barrière n'a jamais été de savoir que l'or était là. La barrière a toujours été la technique pour le faire sortir. Lévy possède cette technique et chaque expédition dans ces rivières est la preuve que cela fonctionne.
ce que la chaîne a construit. Tazzy Boys n'est pas une émission de chasse au trésor basée sur le drame et les révélations scéniques. Il s'agit d'une opération de documentation construite autour d'un véritable travail de terrain, filmé, avec suffisamment de transparence pour que les spectateurs puissent suivre en séquence le raisonnement géologique, l'effort physique et les résultats réels. Levy filme les enquêtes, les sections ratées, les journées lentes et les trouvailles. Tout cela sans supprimer les éléments qui ne produisent pas de résultats. Cette cohérence de la documentation est exactement ce qui donne leur crédibilité aux chiffres en dollars. Une trouvaille de 15 000 $ sur Tazzy Boys arrive avec le contexte complet de l'expédition qu'il a produite. On dirait que cela pourrait être ma plus grosse pièce d'or de bécassine. Maintenant, je sais que tout semble plus grand sous l'eau. Je ne l'ai pas découvert, mais jetez un autre coup d'œil. L'entrée dans la nature, l'enquête, les premières plongées, la couleur du bâtiment, la collection, la montée devant la caméra. Il n'y a aucun moment où vous devez croire quelqu'un sur parole. Vous regardez cela se produire. Cette transparence n'est pas fortuite. C'est toute la proposition de valeur de la chaîne. Et c'est ce qui différencie les résultats documentés de Levy des affirmations anecdotiques qui remplissent donc le monde de la prospection au sens large. Lorsque Levy affirme qu'une fissure a produit 15 000 $, il dispose des images du poids et des calculs du marché pour le confirmer. Cela compte. Cela signifie également que le public qui regarde Tazzy Boys obtient quelque chose de vraiment rare dans l'espace de prospection YouTube. Une vue de terrain de ce à quoi ressemble réellement une prospection sérieuse sur le terrain, lorsqu'elle est pratiquée par quelqu'un qui est exceptionnellement doué dans ce domaine. Pas le moment fort, pas l'excitation mise en scène, l'image complète, planification déplacement, travaux sur le terrain, échec, ajustement, et lorsque la géologie coopère et que Levy le lit correctement des résultats que la plupart des opérations minières professionnelles se contenteraient de mettre dans leur rapport annuel. Le signal que plus arrive ici est ce qui rend la découverte de 15 000 $ plus significative qu'un simple grand nombre. Cette fissure existe à l'intérieur d'un système fluvial, et les systèmes fluviaux ont une structure. La fonction qui concentrait cet or ne l'a pas produit. Il l'a collecté en amont. Les conditions géologiques qui ont créé une fissure productive dans cette section de la rivière en ont presque certainement créé d'autres à proximité. Les mêmes événements de crue qui ont rempli cette fissure d'or au fil des siècles se sont produits dans les entités adjacentes selon le même processus, sur la même chronologie et selon la même physique. Levy le sait. Il ne considère pas une découverte majeure comme une conclusion. Il considère cela comme une confirmation. Confirmation que la géologie est ce qu'il pensait que le système fluvial produit au niveau qu'il avait projeté, que les cibles supplémentaires qu'il a identifiées au même endroit valent la peine d'y retourner. Il prépare déjà l'expédition de retour. La fissure a été documentée. Le système a été cartographié. L'équipement rentre. La question n'est pas de savoir s'il y a encore de l'or dans cette rivière. Géologiquement, c'est presque certainement le cas. La question est de savoir si Levy pourra revenir avant que la prochaine inondation majeure ne remanie la répartition et ne place les concentrations les plus fortes dans un nouvel endroit. La rivière n'attend pas. Cela ne l'a jamais été. Et Levy non plus. Une rivière, une fissure, 15 000 $. Levy Triffitt y retourne. Il a identifié davantage de fonctionnalités dans le même système qui mérite d'être ciblé. Et la découverte documentée lui donne une base géologique. Preuve que cette rivière particulière dans cette section particulière produit à un niveau qui justifie une autre expédition de plusieurs jours dans la nature sauvage. C'était comme si c'était un terrain vierge. J'avais totalement sous-estimé la quantité d'or qu'il y avait ici. Je savais que c'était fou, mais nous avons fait un assez bon numéro là-dessus. La fissure a produit 15 000 $ d'or récupéré. Le système qui a créé cette fissure est toujours actif. Les inondations qui ont déposé cet or se produisent encore chaque saison, déplaçant toujours de nouveaux matériaux, remplissant toujours des caractéristiques que personne n'a encore atteintes. Ce n'est pas de la spéculation. C'est ainsi que fonctionne la géologie fluviale. Appliquée à un paysage qui a construit ses concentrations sans être perturbé depuis plus longtemps que quiconque ne l'a prospecté. La prochaine expédition dans ce système n'est pas un pari. Il s'agit d'un retour sur un site ayant fait ses preuves armé de meilleures informations sur l'endroit où se trouvera probablement la prochaine fissure productive et de l'engagement total à l'exploiter jusqu'à ce que l'écluse redevienne dorée. La rivière est là. L'or est là.
Et les vitriphytes est la personne qui possède la technique, les connaissances et la volonté d'y retourner et de les obtenir. Passeriez-vous 3 jours dans les eaux froides de la nature pour gagner 15 000 $? Déposez votre réponse dans les commentaires car le vie a déjà la sienne.